J'ai eu la chance d'interviewer Mathieu Martin, un illustrateur qui est spécialisé dans les jeux de société. Et aujourd'hui, il nous partage tout son parcours et des conseils précieux qui vont t'intéresser si toi aussi tu as envie d'évoluer dans ce domaine ou dans un domaine tout aussi précis. Bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur ou illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Ici, on parle de tous les aspects nécessaires dans une activité d'illustrateur, donc tout ce qui va être administratif, facturation, gestion d'un projet client, stratégie de communication. On parle de plein de choses qui vont t'intéresser, donc bienvenue. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon échange avec Mathieu. Salut Mathieu, Salut, comment vas-tu? eh ben, ça va et toi? Ça va, merci de prendre de ton temps pour venir nous présenter ton univers et discuter avec nous. Tu es le premier invité de ma chaîne YouTube, alors j'espère que tu es content. Ouais, honoré. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement en quelques mots? Ouais, bah moi du coup c'est Mathieu, Mathieu Ma sur les réseaux. Je suis illustrateur freelance à Lyon. Donc je fais du digital painting et je fais pas mal d'illus, notamment pour du jeu de société. Voilà, je travaille de chez moi et j'imagine qu'on va parler de ça. Alors, je vais commencer par te ramener quelques années en arrière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de la formation que tu as faite et bah, comment ça a commencé pour toi, le fait d'être illustrateur? Allez, lycée général, après le bac, Émile Cole à Lyon, que j'ai fait en 5 ans. Maintenant, c'est 5 ans la formation. Moi, à l'époque, c'était 4 ans, plus la mise à niveau si besoin. Donc, moi, j'avais fait mise à niveau. Donc, voilà, à Émile Cole, en fin de deuxième année. Donc, pour les 2 années restantes, il fallait choisir une section. Moi, j'avais pris la branche édition. Sinon, il y avait aussi jeux vidéo et animation. Et du coup, avec le diplôme en poche, option édition. Je suis pris à Sweet Pixel, une boîte de graphisme communication à Paris. Et du coup, je commence la vie pro par un CDD de 6 mois de graphiste dans cette boîte où j'apprends à bosser avec des clients, où j'apprends vraiment à utiliser Photoshop, Illustrator, InDesign parce qu'à l'école, en fait, je me suis rendu compte dans ce premier boulot que je maîtrisais pas les logiciels vraiment. Ok. J'ai appris Enfin, on avait chacun nos propres missions, nos propres clients. Donc, en fait, ça m'a appris aussi à envoyer des croquis, à faire valider des étapes, tout ça, à discuter directement avec des clients. Après ces 6 mois, on m'a proposé de continuer 6 mois de plus. Mais j'en avais un peu marre de la com, du graphisme, de mettre en page des catalogues, tout ça. Et je me suis dit, non, allez, faut tester le freelance. D'autant plus que puisque je sortais d'un CDD, je n'avais pas rompu de contrat. Donc, j'ai pu commencer le freelance avec 6 mois de chômage garanti. Du coup, c'était assez confortable pour démarrer une activité, sachant que les premiers mois, on gagne toujours très peu, voire rien. Voilà, ça m'a permis de me lancer comme ça. Et du coup, depuis 2016 jusqu'à maintenant, je travaille de chez moi, illustrateur freelance. Et depuis 3 4 ans, je me suis formé à la sculpture 3D. Donc, je fais aussi de la sculpture 3D pour de l'impression 3D. Je vends mes fichiers 3D voilà, pour des gens qui impriment des figurines. Ok, trop bien. T'es parti d'un diplôme avec une spécialisation édition et au final, t'as pas du tout fait ça. C'est vrai que, vu ma présentation, on a l'impression que j'ai pas fait ça. Mais en fait, de 2017 à maintenant, mes boulots de freelance, c'est des trucs dans l'édition. Notamment, j'ai fait plusieurs couvertures de romans, des affiches. J'ai fait un peu de jeunesse. Genre, il y avait un petit jeu de cartes pour apprendre l'anglais, des trucs comme ça. J'ai bossé aussi pour du jeu mobile un petit peu. Et j'ai illustré plusieurs jeux de société. Ok, du coup, quand tu dis édition, t'es sur à la fois édition de livres, à la fois édition de jeux de société, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Tout ce qui est avec un éditeur, voilà, moi j'appelle ça des missions dans le milieu de l'édition, quoi. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu me dis édition, moi, je n'ai pas du tout pensé au jeu de société, en fait. Ok. Et du coup, est-ce que tu savais dès le début que tu voulais évoluer dans ce milieu-là ou c'est venu, je sais pas, au fur et à mesure de ta formation, où tu t'es dit, je vais me spécialiser dans l'édition ou c'est venu un peu par hasard? Je savais pendant ma formation que je n'allais pas faire de bande dessinée parce que du coup, en édition à Émile, c'était une grosse partie illustration, une grosse partie bande dessinée, quoi. Et je savais que la bande dessinée, c'était trop plein de métiers à la fois qui se combinent pour faire un seul métier. Donc voilà, scénariste, storyboard, dessin, narration, tout ça. Donc ça, je savais que c'était pas pour moi. Mais tout ce qui était voilà, illustration,
en images fixes, peinture et tout. C'était dès le début ce que je voulais faire. Ok. Tout le côté jeu de société, jeu de rôle, jeu de cartes, tout ça, ça a toujours été ce qui me plaisait, même collège, lycée. C'était déjà mes hobbies, quoi. Magic, Warhammer, tout ça. Ces passions initiales avant de faire ma formation de dessin ont quand même orienté mes choix. Ok. Et donc, du coup, tu travailles que en digital? Ouais, quasi que digital painting, même si du coup à Emicall on a une formation dessin traditionnel toute la première moitié de la formation. Et moi, à titre personnel, quand je vais me promener en vacances ou quoi, ou quand je fais des séances de modèles vivants avec des amis, là je ressors les pinceaux, les crayons. Le tradi, c'est plus voilà, le truc, les trucs perso, quoi. Ok. Et du coup, tu es sur Photoshop. Voilà, Photoshop et un petit peu Studio Paint, que je trouve mieux pour tout ce qui est recherche, croquis, compo, tout ça. Mais après, quand je passe au painting, vu que j'ai trop mes habitudes sur Photoshop, trop mes brushes et tout, j'ai pas réussi à faire passer la deuxième étape, elle aussi sur Studio Paint, puisque j'ai trop mes habitudes. Par exemple, pour le jeu de société, les affiches et tout, je fais souvent aussi les titrages, un peu de mise en page, tout ça. Donc là, Photoshop devient bien plus incontournable que Studio Paint. Et puis voilà, après, un peu de InDesign, un peu d'Illustrator quand il y a besoin, mais c'est une petite partie du boulot. Et en plus, tu as un style qui, j'imagine, doit demander pas mal de calques et un logiciel qui envoie un peu. Oui et non, parce qu'en fait, je fusionne souvent mes calques. Ok. J'aime pas avoir 40 calques sur une ILU, je trouve que c'est une perte de temps. Je préfère avoir un calque background, un calque premier plan, un calque milieu de plan, et puis ajouter des calques par-dessus en écrétage et très vite les fusionner quoi, pour garder 3-4 calques. Tu Ça serait un dirais, conseil que je donnerais à tous ceux qui font du digital paint, c'est pas de se perdre dans 60 calques qui rassurent, mais en fait, je trouve qu'on perd plus de temps qu'on en gagne. le fait de fusionner tout le temps ces calques, comme ça vient un peu. Plus tu es à l'aise sur l'outil, plus tu sais que bon, c'est bon, tu vas pas revenir sur ce calque, donc tu peux fusionner. Mais au début, c'est vrai Ouais, que ça a une ouais, différence. normal. Je pense que les 5 premières années où je faisais du freelance digital paint, je faisais beaucoup trop de calques. Ouais. Ça me rassurait. Maintenant, je fais que 3-4 calques, mais ça ne veut pas dire que je peux pas revenir en arrière, parce que souvent, je fais un dossier de ces 4 calques, je duplique, j'efface le dossier d'en dessous, enfin, tu sais, je le masque et je bosse sur celui du dessus, mais Oui, donc c'est je garde un historique des calques, ouais. mais juste, voilà, j'ai pas l'ombre de l'œil sur un calque, l'ombre du nez sur un autre calque, la lumière de tel machin sur un autre calque. Ah, bah, je pense que c'est la meilleure stratégie, parce qu'au moins, tu as quand même ta sauvegarde en dessous. Mais Ouais, c'est ça. dessine, tu te perds pas, quoi. Ok. Tu nous as dit tout à l'heure que tu bossais tout seul chez toi, du coup. Ouais, Du coup, t'es pas du tout de la team aller dans un atelier, voir d'autres personnes, mais t'es non. chez toi. Mais c'est bien, il y a pas mal de gens qui font ça, notamment un petit groupe de ma promo là, qui avait fait un atelier ensemble qui s'appelait l'atelier Millefeuille, qui s'appelle toujours. Je trouve ça bien, mais moi j'ai toujours eu peur de pas avoir assez de boulot, pas avoir assez de sous, tout ça. Premier argument financier, je voulais pas payer un loyer en plus, quoi. Même si souvent c'est une histoire de 100-150 euros par mois. Ah, ça va. Ouais, j'ai l'impression que, enfin, à Lyon, des gens que je connais qui sont dans des ateliers, c'est à peu près ça les prix qu'ils payent. Parce qu'ils ont chacun un bureau dans une grande pièce. Donc, en fait, le Ouais. loyer peut vite descendre à diviser par 6, 10, tu vois. Mais ouais, donc tout seul, mais je sors le soir. Je suis dans des assos de jeux, je vais boire des coups avec des copains. Enfin, j'essaye de sortir le soir pour prendre l'air, quoi. Et j'ai un chien, donc je le promène et tout. Ok. En fait, faut se trouver son rythme de vie quand on choisit de travailler chez soi pour tous les jours sortir, un peu marcher et tout, Ouais, c'est important. C'est vrai que moi, on me demande tout le temps cette question, est-ce que c'est pas trop dur d'être tout le temps chez toi et tout. Et en fait, c'est vrai que quand tu as des choses à côté, je pense. Et puis bon, si tu payes un atelier d'artiste tous les mois, ça te met une pression en plus, tu culpabilises de pas y aller et tout. Là, au moins, je fais ce que je veux, quoi, je suis chez moi. Bon, le bémol, c'est que en vrai, j'aurais un lieu de travail, je travaillerais moins d'heures, je pense. C'est souvent que le soir, après manger, je retourne sur mon ordi, je rebosse 2-3 heures et tout. Enfin voilà, quand on est chez soi, on déconnecte jamais, quoi. oui, c'est vrai que la frontière pro-perso est plus difficile à avoir. Voilà, en tout cas, je déconseille pas l'expérience atelier, surtout pour ceux qui vivraient mal le truc d'être tout seul chez eux et tout ça. Juste moi, ça me convient bien comme ça, parce que j'ai trouvé mes façons de sortir et d'avoir mon rythme, quoi. J'arrive à une question qui fâche un peu. Aïe, aïe, aïe. Quel statut as-tu choisi et pourquoi? Oh, ça va, ça fâche pas, ça. Artiste-auteur, micro BNC, machin. Maintenant, toi, tu connais mieux que moi ça. J'ai choisi ça parce que au début, je connaissais pas trop et du coup, j'étais
auto-entrepreneur les premières années. Et en fait, vu que je fais que de la vente de création artistique, tu vois, enfin de la vente de droits d'auteur, là, c'est comme ça que ça s'appelle. Bah, du coup, je pouvais être en artiste-auteur. Je paye moins de cotisations et de charges à l'URSSAF en étant artiste-auteur que auto-entrepreneur. J'ai juste. Ouais, c'est ça. Ouais, non, il est cool, c'est ça, il est avantageux. Ok, je repars sur l'illustration. Est-ce que tu as des inspirations ou des illustrateurs qui t'inspirent vraiment, dont tu es fan, dont tu suis le travail activement? C'est quoi tes inspirations absolues? Mon préféré depuis longtemps, c'est Stéphane Alexis. J'espère que ça se prononce comme ça. Un concept artiste, digital painter sur ArtStation. Je pourrais te passer le lien si tu veux le partager en même temps. Ouais, Ouais. j'aime trop ce qu'il fait, trop fort. En deuxième inspi, je te dirais un de mes anciens profs d'Émile Cole qui s'appelle Vincent Dutray. Donc un illustrateur, un gros illustrateur dans le milieu du jeu de société qui a fait beaucoup, beaucoup de jeux et qui continue d'en illustrer beaucoup chaque année. Voilà, le fait que c'était mon prof et qui, dès la deuxième année, où j'avais 20 ans, quoi, il m'a montré ses originaux, il nous montrait comment il faisait et tout. Ça m'a montré que c'était possible, quoi. Sinon, pour les inspirations générales, ben voilà, comme je disais au début de la vidéo, tous les univers fantasy depuis le collège-lycée, ça m'inspire toujours, ça me donne toujours envie de dessiner mes persos et tout. Donc voilà, Donjons et Dragons, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, ce genre de trucs. Cet univers-là, je vois bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'organise un peu ton quotidien à la journée, ou si tu fonctionnes à la semaine, ou si tu fonctionnes en freestyle complet, parce que ça peut arriver aussi. Je suis pas un exemple là-dessus. Je me couche tard et je me lève tard. Je pense que je me lève à 9h30, 10h, tu vois. Ok, sympa. Je sors mon chien, je me fais un café et je commence à travailler. Enfin, je commence à être devant l'ordi, il est 10h30 facilement, des fois 10h45. Je regarde mes mails, je gère des trucs administratifs, je réponds à des gens. Je réfléchis à ce que je dois faire pendant la journée. J'ouvre le fichier Photoshop, c'est midi, quoi. Faut que j'aille manger. Après, donc, je mange et tout. Et en fait, la création artistique, on va dire, c'est l'après-midi. Ok. Ça passe super vite, il est déjà 19h. Puis en général, à 21h, 21h30, je reviens un peu sur l'ordi jusqu'à minuit, quoi. Et là, de 21h30 à minuit, je fais des trucs perso, notamment mon projet qui s'appelle Fred Factory que je fais avec Dimitri. Oui, t'as fait ton propre rythme, quoi, c'est bien. Et alors, dans ce rythme que j'ai dit, c'est les soirs où je sors pas, quoi. Parce que du coup, les mercredis, j'ai une asso de jeux de figurines. Donc, une fois par semaine aussi, j'ai un groupe de jeux de rôle, donc je sors faire du jeu de rôle. Une fois par semaine, je bois un coup avec quelqu'un. 3 soirs par semaine, je sors. 4 soirs par semaine, je travaille les trucs perso, en gros. Tu bosses les week-ends ou pas? Ouais, si j'ai rien de prévu, je travaille. Mais pas sur les commandes freelance illustrateur, plutôt sur les trucs perso, quoi. Ouais, Parce là, qu'en pas. ce moment, en fait, vu que je développe tout un projet perso, là, donc cette boutique en ligne de figurines qu'on fait à deux avec mon collègue Dimitri, bah, ça me demande beaucoup d'heures et tout, je construis un truc. Du coup, voilà, le temps libre, il passe pas mal là-dedans. Et du coup, les projets clients, c'est que la semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, et oui, j'ai oublié de dire un truc important, c'est qu'une journée par semaine aussi, je donne des cours dans une école. Donc cette année, je vais donner des cours à Brassard, à Lyon, à des troisième années, des cinquième années, donc des cours de digital paint, concept art. Et ça me plaît bien, j'aime bien faire ça. C'est une journée par semaine, donc ça ne prend pas tout mon temps. Et ça fait une rentrée d'argent fixe, stable, confortable, qui permet de... En fait, depuis que je fais ça, ça me permet de dire non à des boulots freelance que j'ai vraiment pas envie de faire, alors qu'avant, je n'osais pas dire non parce que j'avais toujours peur de manquer. Là, je sais que bah, les cours, ça me ramène, je sais pas, enfin, en fait, ça dépend des mois s'il y a des vacances ou pas. Mais voilà, en moyenne, je sais que les cours, ça me ramène 700 euros par mois. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire en freelance pour que ça suffise. Et du coup, bah, vu que j'ai ça de stable, voilà, des fois, je me permets de dire non à des trucs que j'ai pas envie de faire en freelance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe quand tu bosses avec un client? Comment ça se passe du premier contact jusqu'à le moment où la prestation est finie, où tu as envoyé le livrable, la facture? Ok. En général, il m'envoie un mail pour me dire bah, on veut ça, 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 combien ça coûte? Est-ce que tu peux nous faire un devis? Ou on veut ça, 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 et on paye tant, est-ce que tu acceptes ou pas? Voilà, donc après là, ben, je fais mon devis ou j'accepte ou pas. En général, quand ils me disent on a tel budget, bah, si c'est juste trop peu, je négocie quand même et souvent ça passe. Faut pas avoir peur de. Même s'ils disent on a 1000 euros de budget, faut pas hésiter à demander 1250 quoi, si vraiment 1000 c'est trop peu.
Donc, ou sinon, c'est moi qui fais mon devis, voilà. Une fois qu'on est d'accord sur un prix, on signe le devis. Donc, en fait, je leur demande de me renvoyer signer le devis que j'édite en PDF via Freelancer. Je sais pas si tu connais, oui, j'imagine. Une fois qu'ils me le retournent signé, Freelancer me génère une facture d'acompte. Je l'envoie au client avec mon RIB. Et dès qu'ils m'ont payé l'acompte, je commence à travailler. En général, l'acompte, c'est 30 ou 40% que je demande. Dès que j'ai ça, je suis serein pour bosser. Voilà, ils ont déjà mis des sous, ils ont signé le truc complet. Voilà, je suis rassuré. Là, je parle de quand c'est la première fois que je bosse avec un nouveau client. Quand c'est des clients réguliers, j'ai des agences de com, des trucs comme ça, qui de temps en temps me donnent du boulot, mais récurrent depuis plusieurs années. Eux, bah, juste ils m'écrivent un mail, je dis OK, je fais le boulot, et puis après j'envoie la facture d'un coup quand tout est fini, parce que ça fait plein de fois que je bosse avec eux que ça se passe bien. Voilà, donc pour les nouveaux, je reviens au truc. Ils ont signé le devis, ils ont payé la facture d'acompte. Je commence à bosser, je fais un croquis ou deux de compo, j'envoie direct en disant bon bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Le but c'est de valider la composition et que s'ils valident la composition, après je vais faire un crayonné plus poussé et que là du coup ils pourront faire des modifs sur on peut lui rajouter des manches, on peut lui faire les cheveux plus longs, tout ça. Mais voilà, la composition générale elle est validée déjà sur le croquis. Hop, et une fois que le crayonné est validé, j'insiste bien sur le fait qu'ils ont validé le crayonné. Donc maintenant, je passe au rendu final à la couleur et du coup, ils pourront faire des retours sur la couleur. Et voilà, en fait, j'essaye au maximum. Après, voilà, ça dépend toujours des cas de figure. J'essaie toujours de faire valider un croquis patate, un crayonné poussé, puis le rendu couleur. Et à chaque étape, je leur fais comprendre qu'ils ne peuvent plus modifier ce qu'ils ont validé dans l'étape d'avant. Et je trouve ça bien plus confortable pour eux comme pour moi parce que eux, ils savent dès le début qu'ils peuvent ils vont pouvoir modifier des trucs et tout. Et moi, je sais dès le début que je vais pas faire un truc de zéro en y passant 2 semaines et que je vais devoir tout refaire. En fait, c'est rassurant dans les deux sens. Et aussi, ça m'évite un truc, c'est qu'au début, je mettais ouais, 3 modifications maximum et après tant d'euros la modification. Tu vois, je mettais ça sur les devis au début quand je faisais pas cette méthode-là. Et en fait, ça leur fait tous trop peur. Alors, je sais qu'il y en a plein qui recommandent ça. Je dis pas de pas le faire et tout, mais moi, je le fais plus et je dis, on va valider un croquis, on va valider un crayonné, puis après, on va faire le rendu final, et là, vous pourrez changer que la couleur. Et en fait, ça, ils comprennent tous, et ils acceptent tous, alors que dire tant de modifications strictes, et après, les autres modifs, c'est payant, ou je sais pas quoi, en fait, ils peuvent pas se projeter sur combien ça va coûter au final, ils peuvent pas se projeter sur comment ils vont faire des modifs ou pas. Donc, en général, ça leur fait peur, et je trouve mes devis passent beaucoup mieux depuis que je présente comme ça. Voilà, petit conseil, apprendre à laisser. Ok, ok, c'est intéressant, toi, comme ça. Là, les clients dont tu parles, un jeu, je sais pas, un jeu de cartes ou peu importe, un jeu, tu vas discuter avec la personne qui a son projet de jeu ou les éditeurs de jeu. Parce que du coup, il y a plusieurs personnes dans le projet. Ouais, eh ben, ça dépend des projets. Dès que c'est pour un éditeur installé ou même dès que c'est pour un éditeur, on discute, on fait tous les allers-retours qu'avec l'éditeur. Et l'auteur, il voit de loin, il peut donner son avis, tu vois, mais c'est vraiment l'éditeur qui valide, qui dit ce qu'il veut et tout. Dans la plupart des cas, c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup fait de petits jeux de société où en fait, c'est un créateur qui a créé son jeu, il veut le sortir, il veut que des gens y jouent. Donc, il se dit, bah, je vais créer moi-même mon entreprise. Je vais faire un financement participatif, par exemple, sur Kickstarter. Et du coup, je vais contacter moi-même un illustrateur sur Internet. Je vais lui demander un devis. Il va m'illustrer mon jeu. Et puis après, je fais une campagne sur Kickstarter. Ok. Donc ça, c'est le cas de figure de plusieurs jeux que j'ai faits, dont Silbury ou Mythologist sur mon site. Ça, c'est des jeux où il y a pas de gros éditeurs derrière. C'est vraiment, voilà, à la base, quelqu'un qui crée un jeu et qui cherche à l'éditer lui-même en montant son entreprise. Donc là, du coup, bah, je suis directement avec l'auteur. Mais du coup, c'est aussi un auteur qui auto-édite, donc c'est un peu un éditeur quand même, mais minuscule, quoi. Bah, Alveola, donc le dernier jeu que j'ai illustré qui est sorti, et un jeu sur lequel j'ai bossé là cette année qui s'appelle Monkey Palace qui va se jouer avec des Lego. Ça va être un vrai truc avec une collab Lego. Ça va être trop cool. Et ben ça, là, je suis directement avec des éditeurs et les auteurs du jeu. En fait, ils sont payés pour créer le jeu. Après, ils vont avoir des droits et tout, j'imagine, j'en sais rien. Et après, donc une fois qu'ils ont le système du jeu, ils contactent des illustrateurs et ils s'occupent de faire les illustrations. Et l'auteur, en fait, il a plus son mot à dire sur les illus, quoi. J'ai une question par rapport au... Quand tu travailles sur un jeu, on te demande de faire uniquement les illustrations ou est-ce que tu fais toute la mise en page de tout le jeu avec la mise en page du texte? Est-ce je sais pas, il y a d'autres personnes qui travaillent avec toi sur les visuels ou c'est toi qui fais tout? Quand c'est des petits jeux ou des petits éditeurs comme Alveola, Silvery, tout ça,
Ils veulent quelqu'un qui puisse à la fois faire mise en page, graphisme, illustration tout d'un coup, parce que au moins ils ont un seul intervenant. Ça réduit aussi les coûts. Et quand je bosse sur des plus gros jeux avec des plus gros éditeurs, par exemple le jeu sur Zo Tycoon où j'avais fait quelques illus, et le jeu avec Lego là, dont je parlais tout à l'heure, ils me commandent 10 illustrations. Et d'ailleurs, dans ces deux jeux, il y a d'autres illustrations, d'autres illustrateurs, il y a des graphistes, enfin, il y a toute une équipe, quoi. Et là, j'ai juste une tâche précise. Ouais, parce Donc que ça ça. dépend de la taille des équipes des clients, quoi. Mais il y avait plein d'images, c'était une boîte énorme. Et moi, j'ai fait 12 cartes lieux, quoi, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience avec un client? Ah, c'est ouais. Pour dédramatiser le truc, en 8 ans de freelance, globalement, tous les clients sont réglo et ça se passe bien. Surtout avec ce que je disais tout à l'heure de tu fais signer un devis, tu fais un acompte. Et même si vraiment ils aiment pas et qu'ils arrêtent le projet, bah, tu as déjà l'acompte. Ma pire expérience, ça serait bah, du coup en tout début de freelance, ça devait faire 1 an. C'était une grosse mission et puis en fait, la cliente, elle instaurait une relation, tu sais, où on était trop potes. Elle commandait les élus petit à petit, moi je les facturais petit à petit. Et puis la dernière commande, qui était une grosse commande, bah là j'ai tout fourni, les fichiers HD et tout éditables, et j'ai jamais été payé. Enfin, donc il me manque bah, peut-être 700 euros qui n'ont pas été payés, quoi. Et la personne, je l'ai relancée pendant 6 mois, 1 an. Voilà, je me suis fait ghoster. Et puis ça c'était au tout début, j'étais gentil, naïf. Je me suis trop laissé en mode c'est cool, on s'entend bien, on fait pas de devis chiffrés, on a profité quoi. Une fois en 8 ans. Bah ça va du coup. Oui, franchement, ça va. Aussi pour dire que les clients qui payent un illustrateur, ils ont aucun intérêt à ce que l'illustrateur il parle en mal du projet, qu'il dise qu'il n'a pas été payé et tout. Enfin, c'est jamais dans leur intérêt vraiment de ne pas te payer, j'ai l'impression. Un gros éditeur de jeux de société qui veut que son jeu de société il marche bien, il n'a pas envie qu'il y ait un illustrateur qui se plaigne de ne pas avoir été payé ou d'avoir été arnaqué, quoi. Souvent, je réclame, mais je suis jamais pas payé, quoi. Bon, bah, ça va, t'as pas eu de... Ouais, en vrai, les gens, ils sont assez réglo. Oh, Si c'est cool. tu mets un cadre clair, voilà. Je dis pas qu'il y a personne qui se fait arnaquer et tout, faut quand même pas, voilà. Ouais, mais t'as quand même un process qui fait que tu lui mets la casse quand même. C'est Si cool. le devis, il est de 1000 euros et puis qu'il veut pas donner 300 au début, bah, déjà, c'est mauvais signe, quoi. Je suis totalement d'accord avec ça. En réalité, faire des accords. Ouais. Ça arrive qu'ils aiment pas hein, ce que tu fais, tu vois. T'envoies un croquis, ça leur va pas, t'envoies deux croquis autres, ils disent bon bah non, ça va pas le faire et tout. Bon bah voilà, du coup t'as fait que 3 croquis, t'as 300 euros au lieu des 1000, mais t'as quand même une compensation pour ce que t'as fait. Voilà, moi en vrai ça arrive très rarement. Ils voient quand même ton portfolio, ils savent ton style et tout. Mais au pire des cas, si vraiment ça leur plaît pas, bah il y a quand même ce truc de bah, j'ai pas fait des croquis pour rien pendant 2 jours, quoi. Ça m'est arrivé une fois un client il a pas voulu aller plus loin et du coup il m'a payé pour le travail que j'ai fait quand même, tu vois. Donc, Ouais, tu peux pas plaire à tout le monde tout le temps, quoi. mais après, la personne, je pense, n'avait pas du tout regardé mon portfolio parce que elle me demandait quelque chose que j'étais incapable de faire. C'était pas du tout mon truc, tu vois. Donc, C'est comme toutes ces boîtes qui demandent des tests, tu vois. On voudrait vous faire bosser sur ça, mais est-ce qu'on pourrait avoir une des 20 illustrations en test? Ah là là, moi ça m'énerve ça parce que ils voient ton portfolio, ils voient plein de projets que tu as fait, donc ils savent très bien le niveau que tu as et le style que tu as. C'est à eux de faire l'effort de se projeter et tout. Et surtout les tests, moi, c'est les peu de fois où j'accepte de faire un test, je veux être sûr qu'on n'est pas 12 à faire le test, tu vois. Parce que si on est 12 à faire une illu, bah, en fait, tu as une chance sur 12, donc faire une image gratuite vaut pas le coup. Alors que si on est deux, là, à la limite, je veux bien. Et puis quand on vous demande des tests, moi je dis toujours OK, du coup je vais y passer 2 jours. Est-ce que je peux avoir au moins 250 euros, tu vois, un truc comme ça. Et en disant bah je vais y passer 2 jours sur le test, en général ils comprennent et ils peuvent accepter de donner une petite compensation, même si c'est pas le prix que ça vaut forcément. Comme ça aussi, s'ils disent oui, ça nous réconforte aussi dans le fait qu'ils n'ont pas demandé ce test à 15 personnes parce que sinon, voilà. Mais toutes les grosses boîtes pour les gros projets et tout maintenant, ils ont bien pris l'habitude de demander des tests. Si on veut vraiment le taf, c'est vraiment un truc qu'on va faire et tout, et qu'on est prêt à faire ce sacrifice. Il faut s'assurer qu'on n'est pas trop nombreux à le faire. Il faut essayer de demander une petite compensation qui vaut pas forcément les heures de travail, mais pour limiter un peu les débordements. est-ce qu'à l'inverse, tu as une super expérience que tu as envie de nous partager ou un projet dont tu es super fier? Le boulot sur Alveola, c'était cool parce Ouais. que du coup, les deux personnes, bah, c'était leur premier jeu, donc ils étaient cool, ils étaient très à l'écoute, autant de l'auteur que de moi, l'illustrateur. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Et là, pour le coup, on a vraiment bossé à quatre, l'auteur, l'illustrateur et les
deux éditeurs. C'était une belle expérience, c'était agréable de bosser avec eux, ça s'est bien passé et tout. Puis vu que c'était leur premier jeu, ils l'ont bien mis en avant aussi. Ça, c'est une des frustrations qui peut arriver souvent dans le milieu de l'édition, qui peut être frustrant chez les gros éditeurs, c'est ils éditent plein de trucs, donc tu passes vite à la trappe aussi. Là, pour le coup, il a été une fois qu'on avait fini, ils ont fait plein de salons où ils présentaient que ce jeu. Enfin, ils ont vraiment toujours en parlant de moi, en parlant de Thomas, l'auteur. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé bosser avec eux. Et sinon, bah, le projet dont je suis le plus fier, c'est Fred Factory depuis 2-3 ans. Là, on crée notre propre projet de figurines. Je fais des illus avec et tout. Voilà, ça, c'est le projet perso dont je suis le plus fier. Et puis pareil, dans mon portfolio, il y a beaucoup d'illus perso. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut continuer de faire des trucs perso. Et on fait toujours des trucs mieux. Enfin, moi, j'aime toujours mieux mes boulots perso que mes boulots pro. Voilà, mes fiertés seront presque plus dans mes trucs perso que dans mes projets pro. Moi, je pense dans les portfolios, il faut qu'il y ait une grosse partie boulot perso, la moitié, quoi. Oui, et Pour en plus, vraiment montrer qui on est, ce qu'on fait. ça va attirer des gens qui veulent ça aussi, du coup. Et Ouais, ouais, de fou. est-ce que tu as un projet que tu n'as pas encore fait, enfin, un type de projet, un peu de rêve, un truc que tu voudrais absolument Ouais, dans ta vie d'illustrateur? ouais. Alors, c'est vraiment un avis pas original, mais comme tous les gens qui font du digital paint fantasy et tout, bah, ça serait un jour bosser pour Wizard of the Coast, donc Donjons et Dragons, Magic, tout ça. Voilà, les gros, quoi. Ok, ouais, d'accord. C'est le rêve depuis tout petit. Je lis leurs bouquins, je joue avec leurs cartes. Du coup, tu te Ok. diras, voilà, un jour, faut qu'il y ait la mienne. Mais pour ça, il faudrait que j'investisse beaucoup plus de temps sur des gros digital paint que je mettrais dans le portfolio, rien que pour ça. Et puis, il faut que je les démarche et tout. D'ailleurs, Wizard of the Coast, ils ont un espace exprès sur leur site pour que les illustrateurs envoient leur portfolio et tout. Mais voilà, faudrait. Actuellement, je pense que j'ai pas encore le niveau, ou en tout cas, le niveau n'est pas montré dans mon portfolio, parce qu'il faudrait que je passe voilà, des 40 heures sur des grosses illus pour faire ce qu'il faut pour voilà, que ça matche. Je peux pas démarcher Wizard of the Coast avec des jeux jeunesse sur des abeilles, tu vois. Enfin, en fait, il faut que je fasse ce qu'ils éditent en perso pour leur montrer. Donc voilà, il faut que je me bouge le cul si je veux faire ça à un moment. Mais ça serait le goal. Ouais, puis tu vois, sur mon temps perso, bah du coup, voilà, maintenant je bosse avec Dimitri sur Fred Factory. Enfin, du coup, je peins des figurines, je fais de l'impression 3D. Donc en fait, je me suis lancé dans plein de trucs. Et du coup, à la fois c'est passionnant, à la fois c'est frustrant parce que du coup, tu te dis, bon, bah du coup, je passe plus mon temps perso à peindre comme je le faisais il y a 3 ans. Donc en même temps, bah du coup, cet objectif-là, il avance pas, du coup, vu que je fais d'autres trucs. Enfin, tu vois, trop de choses à faire qui me plaisent bien pour tout avancer, quoi. Parce que du coup, tu fais aussi un peu de com, de démarchage ou hors création, il y a aussi des cas de. Ouais. Toi, tu as opté pour quel canal pour communiquer, pour chercher des clients? Moi, pour communiquer sur ce que je fais, montrer mes illus et tout, c'est Instagram. Mais clairement, mes clients, ils viennent surtout de mon site internet et de les fois où j'en cherche, et ben, j'ai le lien de mon site internet qui est mon portfolio et je l'envoie par mail, j'envoie le lien par mail. Tu contactes directement les gens comme ça par mail. Voilà, soit je contacte direct, mais là, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas fait, honnêtement. En fait, vu que mon site internet, maintenant, il commence à être bien référencé et tout, bah, j'ai souvent des demandes par mail grâce à mon site. Ça, c'est trop cool. Ouais, ça arrive tout seul, quoi. Voilà. Et puis, bah, comme je disais, il y a deux, trois agences qui régulièrement me demandent des petits trucs. Ok. Donc ton site internet, c'est un bon outil pour trouver tes clients, quoi. Ouais, site internet, et puis voilà, avoir un lien qui est le portfolio que tu peux envoyer tout le temps par mail Ouais. aux anciens clients pour lesquels tu as déjà bossé ou à des éditeurs qui t'intéressent, qui correspondent à ce que tu fais. Bah voilà, tu as juste un lien à envoyer. Avant, je faisais, au début, j'allais dans des salons de jeux et tout, avec un portfolio que j'avais imprimé en A3, puis j'essayais de montrer le truc aux gens direct sur place. Je sais pas, j'ai jamais trop eu de retombées en faisant ça, alors que par mail, oui. Et Ok. puis, tu as toujours l'impression, enfin, je sais pas, moi j'ai toujours l'impression d'un peu déranger, de m'imposer et tout. Alors qu'un mail, en fait, c'est beaucoup plus facile à faire, ça demande moins d'efforts. La personne, elle le lit quand elle veut. Souvent, je sais pas, allez, un coup sur trois, ils répondent ah bah merci, c'est cool ce que tu fais. Je mets ton portfolio de côté, tu vois, si jamais j'ai un projet qui correspond un jour. Et après, un an, des fois un an, 2 ans après, ils reviennent, quoi.
Ah ouais, En fait, c'est un truc sur le très long terme. ouais, c'est Que je du... sais pas, en salon, en fait, ils voient défiler plein de gens. Ils n'ont pas le temps de vraiment regarder. Moi, je le faisais avant, il y en a qui le font toujours. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit lien, voilà, tout bien présenté, tu l'envoies facilement par mail, c'est mieux, c'est plus simple. Et puis en plus, ça prouve bien que quand tu envoies ton mail, ça peut avoir des retombées des mois ou des années après, parce que la personne, elle a gardé ton contact et Ouais, c'est ça. comme ça, en face à face, la personne, elle repart avec rien finalement. Ouais, c'est clair. Bah, tu sais, j'avais une carte de visite, mais ouais. Ok, donc tu communiques un peu sur Insta, tu postes un peu sur Insta aussi. Quand Enfin, j'ai une ILU dont je suis content, je la poste. Voilà, parce qu'il y a les potes, il y a la famille, il y a des anciens clients. Voilà, il y a quelques gens qui suivent, quoi. Même si franchement, je suis plus et pas du tout dans le truc de faut que je poste une story tous les jours, il faut que je fasse un post toutes les semaines et tout. C'est trop contraignant, c'est trop chronophage. Ouais, c'est plus ma stratégie. Trouver du travail sur Instagram, ça me semble trop impossible en fait. Juste quand j'ai une ILU qui me plaît et tout, que j'en suis fier, je la mets sur Insta, quoi. c'est pour le plaisir Insta du coup. Ouais. C'est d'autres Puis ouais, enfin maintenant j'ai l'impression qu'il faut sponsoriser, faut être hyper régulier, il faut avoir des stratégies et tout. Ouais, c'est trop dur. Alors que je sais pas, il y a 5 6 ans, j'avais l'impression, je mettais 3 4 hashtags et je postais une ILU, il y avait des gens qui s'abonnaient, qui voyaient le truc et tout. Maintenant, ouais, je suis has-been peut-être, je sais pas, mais je trouve que ça marche plus. le monde et puis on est tous abonnés à 500 personnes. Ouais. Même si tu t'abonnes à une nouvelle personne, tu vois plus forcément ce qu'elles font, ce qu'elles postent et tout. Donc, Ouais, trop dur. Après, pour Fred Factory, du coup, on a fait les réseaux Insta, Facebook, Twitter, TikTok et tout. Et là, on essaye de poster régulièrement parce que voilà, on fait des sorties tous les mois et tout. Donc, on essaye de faire ce truc-là. Mais moi, sur mon travail d'illustrateur, je le fais pas. Enfin, je poste que quand j'ai envie, quand j'ai un truc à montrer. Et ouais, je trouve ça bien. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait être illustrateur ou illustratrice dans le jeu de société, qu'est-ce que ce serait? Portfolio. Un portfolio où on axe tout sur le secteur dans lequel on veut travailler. Donc, si on veut travailler dans le jeu de société, par exemple, ben, on fait pas un book avec des modèles vivants, des natures mortes, des illustrations jeunesse et un tout petit peu de digital paint d'un autre style. Il faut essayer, que ce soit jeu de société ou pas, on cible quel secteur on veut et on fait un book genre avec 10 images très cohérentes de exactement ce que veut la cible. Par exemple, quand dans les premières années, j'avais démarché des éditeurs pour faire des couvertures de romans, bah, j'avais pris des romans dans ma bibliothèque et j'avais refait moi-même la couverture comme si c'était une commande. Et du coup, je disais, ben, je peux faire vos couvertures de romans et voici 6 couvertures de romans que j'ai faites. Et en fait, comme ça, on se projette directement. Du coup, voilà, pour un book jeu de société, je dirais de trouver un style qui matche avec ce qui se fait aujourd'hui en jeu de société. Il y a plein de choses qui se font, mais voilà. Un truc cohérent et faire des fausses cartes d'un faux jeu de société, voilà. Et je pense pas qu'il faut 30 pages dans un portfolio, mais je dirais 10 belles images cohérentes d'un style qui correspond bien à l'éditeur que vous voulez démarcher. Dans les jeux de société, tu as plein de styles qui existent finalement. Tu as Ouais. un peu fantasy, mais tu peux aussi avoir des jeux pour les enfants. Enfin, tu as des tas de choses qui... Mhm. Donc, tu préconises de vraiment se choisir dans quoi on veut travailler et faire que ça, quoi. Ouais, pas faire tous les styles, tous les secteurs dans un seul portfolio. Et à Mm. la limite, si tu es graphiste et tu veux faire de l'illustration pour la société, 2 portfolios différents, je dirais. Et voilà, 10 belles images plutôt que 30, dont 20 moins bien. Il vaut mieux en avoir 10 où tout de suite on scrolle vite et on comprend le Mm. style que ça pourrait être le jeu avec tel illustrateur. Et voilà, je recommande un lien web où on a le portfolio plutôt qu'un PDF qu'on envoie par mail. Parce que les PDF, souvent, ils peuvent être lourds. Ça fait atterrir le mail dans les spams et tout. Alors Ouais. qu'un petit lien léger vers un beau portfolio que vous avez mis en page comme vous voulez, je trouve ça mieux. Voilà, donc mon conseil pour démarcher, c'est un portfolio cohérent qui cible voilà, la cible qu'on veut et un lien par mail. Ok. Du coup, bon, on a beaucoup parlé des jeux de société et à ton projet perso, Ouais, Fret Factory, c'est comme tu sais, c'est le mot menace, Fret. tu as dit que tu faisais aussi des cours de digital painting dans une école. Est-ce que tu peux nous dire un peu la répartition des différentes sources de revenus? Qu'est-ce qui représente le plus gros de ton CA? Qu'est-ce qui sécurise un peu tes revenus? Je dirais en moyenne 1 600 € net par mois. Tu vois, si je fais le total à l'année et que je divise par 12 sur les 2 3 dernières années. Et sur ça, il y a une bonne moitié, c'est illustrateur graphiste freelance.
30% c'est l'école, Ok. donc c'est mes cours une journée par semaine, et 20% c'est 20, mais ça c'est que depuis 6 mois où que ça commence un peu plus à marcher, 20% figurines, grand max, ouais, parce que c'est un petit projet qui démarre et tout. Donc voilà, une grosse moitié freelance, un tiers école, le reste figurines. Voilà, dans quelques années, j'espère la partie figurine bien plus grosse. Ouais. Genre 50-50 freelance figurine et plus avoir besoin de donner des cours, ça serait le top. Donc en fait, chaque mois, on fait un petit pack de figurines. Donc on a des abonnés sur My Mini Factory Patreon qui payent 5 dollars tous les mois et qui ont nos sorties. Et après, nos sorties, elles vont dans notre boutique où là, les gens, ad vitam aeternam, ils peuvent acheter, voilà, s'ils cherchent un gobelin et tout et qu'on en a sculpté un, ils le trouvent en cherchant sur le site. Et une fois par an, on fait un Kickstarter. Donc c'est Dimitri qui écrit une campagne, enfin un scénario de Donjons et Dragons. Et on sculpte les décors, toutes les figurines qui vont avec. J'illustre le scénario. Et là, tu vois, c'est un Kickstarter par an. Voilà, ça fait le petit boost chaque année. Et voilà, puis il y a les ventes de la boutique et des abonnés tous les mois. Donc ça, petit à petit, ça se développe. Le truc avec les abonnements, avec une sortie tous les mois, on le fait que depuis 8 mois. Mais voilà, tous les mois, c'est un peu plus que le mois d'avant. Donc c'est cool. Même s'il faut être très patient et on passe beaucoup plus d'heures que ce qu'on gagne comme argent. Mais voilà, on développe le truc, quoi. C'est un projet un peu à long terme. Plus les mois passent, plus il y a des sorties. Donc chaque sortie, c'est plusieurs articles sur le site. Et après, une fois que les articles ils sont en place, quand les gens y payent, on reçoit 80% du prix qu'il a payé. Lui, il télécharge le fichier, on n'a rien à faire, tu vois. En fait, il y a pas d'envoi et tout. Il achète un fichier 3D qu'il imprime. Du coup, au long terme, voilà, mon espoir, c'est que, ben, tu vois, plus il y a d'articles, plus ça vend chaque mois et que du coup, ben, à la fin, ça fasse un petit revenu régulier, Ouais. de plus en plus conséquent, voilà, avec les abonnements, avec ça. Et puis, bah, en fait, c'est la fusion un peu de tout ce que j'aime bien, parce que donc, du coup, depuis le lycée, je peins des figurines, des Warhammer et tout, le jeu de rôle, l'illustration, le dessin, la sculpture 3D, tu vois, il y a un peu tout en même temps dans ce projet. Mais voilà, faut être patient, ça progresse petit à petit. Bah oui, il n'y a pas de raison. C'est vraiment le type de projet où tu investis beaucoup d'énergie au début et puis quand ça décolle, après, ça te permet toi un peu de lever un peu le pied. Et puis voilà, je veux pas que ça me fasse arrêter non plus le freelance illustration, tu vois, ça j'aime bien. Donc voilà, j'ai bien envie de, même dans les années à venir, voilà, garder ces deux trucs. Enfin, t'as fait des beaux projets en vrai. Merci. Ça fait beaucoup de trucs à faire, mais ça va. Si on veut te suivre sur quel réseau on va? Eh bien, du coup, pour l'illustration, Instagram, ArtStation, et depuis peu, Cara. Cara, c'est comme ArtStation, mais en mode pas d'IA, tu vois. Ah, d'accord. De ce que j'ai compris, il y a un filtre quand tu uploads tes images qui vérifie que c'est pas de l'IA. Et pareil, ils ont tout fait un truc pour que les IA, elles n'arrivent pas à aller chercher les images qui sont sur Cara, tout ça, tu vois. Ok. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, s'il y a des gens sur Cara, vous pouvez venir me suivre. Je suis tout petit sur Cara. Mais voilà, donc mais voilà, principalement Instagram, ArtStation Cara. Fred Factory, pour ceux que ça intéresse, ben, on a un Linktree avec tous les réseaux Ok, de bah, Fred Factory, le prochain Kickstarter et tout. Je t'enverrai le lien aussi si tu veux le partager. ouais, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo du coup. Est-ce que tu as une recommandation à me faire sur un illustrateur ou une illustratrice que tu aimerais bien voir en interview sur la chaîne pour la prochaine interview? Alors ça, tu m'avais dit en avance la question, donc du coup j'ai réfléchi un petit peu. Ben, le premier, je suis pas objectif, mais c'est pas grave, je dis quand même, c'est Elisabeth Jam, parce que du coup c'est ma copine, mais elle est autrice de pas mal de bandes dessinées maintenant. Donc certaines, voilà, elle fait le scénario, le dessin, d'autres, elle fait juste le dessin. Elle bosse pour J'aime lire, pour plein de trucs, pour Bayard. Donc voilà, pour le côté voilà vraiment BD, jeunesse, tout ça. Et pour le jeu de société, je te conseillerais Nayad. Donc du coup, un gros illustrateur de jeux de société qui est très sympa, très accessible, parce que j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois avec lui quand je streamais sur Twitch. Lui aussi avait sa chaîne Twitch, du coup, on discutait et tout. Tu vois, contrairement à moi qui ai fait des petits jeux pour des petits éditeurs et tout, lui, il a des grosses sorties, des gros jeux très réguliers et tout. Et voilà, Ok. il a son style bien à lui, tout ça. Donc pareil, je pourrais te partager l'Instagram de son travail si tu veux. Eh ben, écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. C'était super intéressant. En fait, tu as dit plein de choses qui peuvent intéresser pas mal de monde. Donc, ben, merci beaucoup. Et ben, bonne continuation à toi sur la chaîne. Merci. J'espère voir d'autres interviews alors. Bah oui. À bientôt Mathieu. Salut! J'espère que cet échange t'a plu, que tu as appris des choses. Si tu aimes ce format d'interview, tu peux aussi me le dire dans les commentaires, ça me permettra de voir un peu si ce format plaît, j'en ferai un peu plus à l'avenir. N'hésite pas à regarder la vidéo qui s'affiche si tu veux un peu plus de contenu, et moi je te dis à jeudi prochain.